Nous sommes le 6 avril 2021 dans le jardin, le parc de la Villa Américan au Club Senior avec Madame Elisabeth Athé. Est-ce que vous pouvez me donner vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît? Absolument. Je suis née le 31 décembre 1946 à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Agen, un pays des pruneaux. Et je suis venue à Toulouse pour mes études. J'ai fait des études d'espagnol au Mirail. Et voilà, donc. Et ensuite, je suis restée à Toulouse parce que je me suis mariée et que mon mari est descendu de Paris. Et voilà, nous nous sommes installés en centre-ville, près de la cathédrale Saint-Étienne, dans un petit appartement. Et jusqu'à ce qu'on ait eu 3 enfants, là, l'appartement devenait un petit peu étroit. Et nous avons cherché à acheter une maison. Alors, et le sort, si je puis dire, a voulu que nous tombions sur une vente de Toulousaine dans ce quartier Marengo. Et on a été très vite séduits par la maison qui était en piteux état, mais justement d'avoir à tout concevoir, à aménager, ça nous a plu. Et donc on s'est senti bien tout de suite dans ce quartier qui pourtant n'était pas à son meilleur stade puisque l'école vétérinaire était démolie. Il y avait un grand espace sur cette place Marengo, un grand vide, encore des pans de murs, c'était pas des étables, des ateliers qui étaient restés. Enfin, mais on s'est senti bien. Et dans cette maison qui était à l'abandon, puis depuis 2 ou 3 ans, on s'est senti bien. Donc on a fait faire des travaux et c'est là la grande surprise lorsqu'on est allé à l'urbanisme pour transformer une pièce d'habitation en garage, qu'on a eu la désagréable surprise d'apprendre que la mairie avait raté la vente, parce que c'était une vente à la bougie, et qu'on était soumis à une démolition prochaine. Alors vous imaginez le coup de massue, on venait de terminer les travaux, on était bien, et puis on nous dit, vous savez, c'est précaire comme installation. Donc j'ai regardé notre environnement, les voisins, on a discuté, on m'a été dit, il y a une association de quartier qui se bat déjà avec la percée des allées Pompidou, enfin vous devriez voir. Et voilà, c'est comme ça que donc c'était 1977, que je me suis intéressée à l'association et que j'y suis entrée comme ça avec ma voisine qui était déjà Madame Marcel Chanfraud, et on a fait équipe ensemble parce qu'on était on était nouvelles venues dans cette association où il y avait des anciens qui avaient déjà travaillé, qui nous parlaient avec des mots de COS, de PLU, des mots totalement inconnus pour nous. Et on a beaucoup appris, et on s'est vraiment intéressé à cette question de la place de l'habitant dans des plans d'urbanisme qui, a priori, ne semblaient pas les concerner. Enfin, il semblait que la mairie concevait des choses sans penser aux habitants qui allaient occuper ces lieux-là. Voilà. Déjà à l'époque, c'était... Maintenant, les associations sont davantage entendues par les pouvoirs publics. Du coup, vous vous installez en 1977. Oui. Et en fait, directement, vous vous impliquez dans l'association. Et oui, un petit peu par la force des choses, parce que cette épée de Damoclès sur notre maison, où nous venions juste de nous installer, était quelque chose d'impensable. Elle était dans quelle rue, du coup, cette maison Alors nous, on habitait rue Moiroux, 11 rue Moiroux. Voilà, et ce côté impair de la rue Moiroux, et donc ma voisine, Mme Chanfraud, habitait le 19 rue Moiroux. Voilà, donc on était susceptible d'être démoli d'un coup d'un seul. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, lorsque vous arrivez dans ce quartier, vous vous dites il y a
vous avez un peu décrit, il y avait ce vide laissé par l'école vétérinaire. Oui, un grand vide. L'avenue Pompidou donc n'était pas encore percée. Si, elle était percée. Enfin, oui, il y avait des démolitions encore qui n'étaient pas finies. L'avenue était en soi percée, mais il y avait encore des démolitions à faire. Et donc là, il y avait des personnes qui venaient affolées pour savoir comment se défendre au mieux, ne serait-ce qu'au prix des acquisitions. Parce que quand les choses sont actées, il y a toute la question de l'acquisition. Et les premières acquisitions ont été faites à des bas prix. Parce que souvent, c'était des personnes âgées qui n'avaient peut-être pas le sens du prix, de la valeur des biens, du patrimoine. Enfin, voilà, donc on a prêté main forte. Enfin, cette association qui s'appelait à cette époque-là ne s'appelait que Marengo 10 avril. Parce que vraiment, c'était Marengo 10 avril. A été un soutien pour beaucoup, beaucoup de personnes. Il y avait aussi une autre association qui était, elle, favorable au projet de la mairie. Donc il y a eu des heurts, on a entendu des scènes de bravoure qui se sont passées entre les deux associations, mais à ce moment-là, on n'y était pas. On écoutait ça comme des épopées. Voilà. Et elle existait toujours, du coup, cette deuxième association? Je ne pense pas, non, puisqu'une fois la percée des allées Pompidou effectuée, ils se sont... Mais est-ce que vous avez l'impression que ça avait divisé les habitants du quartier? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Il y avait vraiment deux il y a toujours, oui, voilà. Mais je pense que dès qu'un projet s'élabore, il y a toujours les tenants et puis ceux qui sont contre. Je pense que c'est inévitable, c'est dans la nature humaine. Ça permet d'avoir du contrepoids. Des contrepoids, voilà, ça permet aussi de s'ajuster. D'accord. Donc du coup, là, on décrivait le vide laissé par cette école qui était toujours vide. Donc les avenues Pompidou qui étaient déjà percées, mais il y avait encore quelques démolitions à faire. Et pour le reste du quartier, quel souvenir en avez-vous là lorsque vous arrivez dans ce quartier? Comment est-ce qu'il était? C'était calme, c'était un peu laissé à l'abandon, je dirais. Mais ce qui nous a plu, c'est justement les jardins, parce qu'il y a ce jardin qui était le plus proche de chez nous. Il y a une église qui est très belle à l'intérieur, et puis c'est un lieu où on aimait aller. Il y a le jardin un petit peu plus haut, le jardin Félix Lavitte, et encore plus haut, le jardin de l'Observatoire. Alors là, il n'était pas encore ouvert, mais il y avait cette esplanade où il y a la colonne, qui était aussi un lieu de promenade. Donc cette aération, voilà, ça nous a beaucoup, ça nous a plu. Et puis surtout la maison, une maison avec un petit bout de jardin, c'était une maison toulousaine qui avait du cachet. Voilà. Et puis quand on a pu tirer à l'intérieur ce que l'on souhaitait comme aménagement, on avait l'espace, d'autant plus que à ce moment-là j'étais de nouveau enceinte et j'attendais des jumeaux, des jumelles ça a été. Donc se retrouver avec 5 enfants, on était très très heureux d'avoir cette grande maison. Oui, il fallait pouvoir loger tout le monde. Voilà, loger tout le monde et y trouver son compte. Les écoles à proximité, des commerces, dont certains ont disparu. Il y avait une boulangerie rue du 10 avril, il y avait une quincaillerie de l'autre côté des allées Pompidou. Il y avait plein de petits commerces une vie de quartier, une vraie vie de quartier, vraiment de faubourg, on dirait, en région parisienne peut-être. Et vous disiez tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé, que la maison était en pas très bon état. Oui, parce qu'il n'occupait. Voilà. Et du coup, c'était vraiment spécifique à cette maison ou l'ensemble du quartier était un petit peu dans un état plus ou moins bon? Ça dépendait parce qu'il y avait beaucoup de maisons un petit peu importantes en taille qui avaient été découpées en appartements. Donc en face, il y avait plein d'appartements. Les petites maisons en face de chez nous, non, elles avaient été rénovées, oui, par leurs propriétaires. À droite, oui, non, dans l'ensemble, c'était... Mais ça faisait un petit peu laissé... Pas entretenu, mais c'était... Je pense que l'intérieur était correct, mais maintenant, il y a plus un souci, je pense, d'entretenir les façades. Puis il y a une obligation aussi. Et du coup, les Toulousaines, vous les connaissiez déjà, ces types de maisons-là, ou c'était un peu une découverte? Alors, comme elles étaient faites, non, pas vraiment, parce qu'en centre-ville, ce sont plutôt des grands immeubles. Et en plus, nous, on était dans un immeuble neuf. L'alternance de briques, oui, un passage central, un couloir central avec des pièces de part et d'autre, avec une pièce noire entre deux pièces. Ça, on a découvert.
Non, c'est drôle parce qu'on s'y est senti bien alors que ça avait été occupé par des chats, donc ça sentait vraiment la pisse de chat. Mais vraiment, c'est très curieux. On s'est senti bien dans cette maison qui était pourtant pas sous ses meilleurs attraits, si je puis dire. Et du coup, les murs étaient briques galets. Alors, comme ils n'étaient pas décapés, non. Oui, il y avait surtout de la brique. On a trouvé des cloisons en briques, oui, mais des briques anciennes, des briques pleines. D'accord. Et du coup, dans cette... donc là, on voit que très vite, parce qu'il y avait cette possibilité d'une éventuelle démolition, vous vous impliquez tout de suite dans l'association, vous rencontrez vos voisins. Donc comment ça se passe dans la vie de l'association par rapport à tous ces aménagements en cours et futurs qui avaient lieu? Quelles étaient les revendications de l'association? Alors, il y avait un désir d'être associé au futur projet. En particulier, quand la ZAC Marengo a été décrétée par la mairie, c'était nous, qui étions les riverains les plus proches, qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Et donc c'était vraiment d'être associé à ce projet, ce qui n'a pas été facile. Donc le maire était Monsieur Baudis. C'était pas vraiment entré dans les mœurs, si je puis dire, que les associations donnent la parole. Bon, on l'a eu, mais on s'est bien démené pour l'avoir. On s'est fait connaître, on a forcé la porte, enfin par mots. Voilà, donc on a pu présenter un contre-projet, qui je pense a sans doute été lu, mais qui n'a pas. Oui, mais il y avait le souci aussi pour nous de se dire que nos enfants ne pourraient. Pardon, Ah pardon, ouais, voilà. J'avais peu enfant. Excusez-moi, mais ça m'a déconcentrée. Mais c'est quoi ce téléphone? Oui, c'est le téléphone des gens qui téléphonent pour savoir s'il y a une réunion. Non, il n'y a que nous, mais c'est pas une réunion. Excusez-moi, du coup. Non, du tout, non. Oui, vous disiez, vous aviez présenté un contre-projet, donc qui n'a pas été retenu, mais en tout cas, vous avez quand même l'impression d'avoir été un minimum... Oui, entendu, et puis on apparaissait comme une entité, j'allais dire, raisonnable. Enfin. Et puis nous, on avait aussi, Madame Chanfreau aussi était mère de famille, et plusieurs autres, c'était de se dire, pour nos enfants, il ne serait pas dit qu'on avait laissé les choses se faire sans nous, sans les riverains, sans les plus proches habitants, quoi. Et comment a réagi la mairie ou même le maire ou ceux qui travaillaient pour la mairie quand ils ont vu cette association de riverains qui essayait de prendre part, qui essayait de donner son avis? Comment ça a été reçu, ça? Je pense qu'ils commençaient un petit peu à en avoir l'habitude parce qu'ensuite on s'est on s'est associés à une fédération d'associations, l'UCQ, autour de monsieur, j'ai oublié son nom, peu importe. Et donc je pense que ça commençait à entrer dans les mœurs que les associations puissent prendre la parole et être écoutées, à défaut d'être entendues, mais voilà, qu'elles avaient leur mot à dire, qu'il n'y avait pas que les instances dirigeantes qui savaient tout, quoi. Le fait de vivre à l'intérieur d'un quartier, il nous semblait que ça nous donnait le droit à la parole. Bien sûr. Et du coup, vous aviez des réunions avec eux, il y avait des... Alors oui, il y a des réunions, on est frappé à la porte, on demandait des entretiens, chaque fois sur un dossier, sur une partie bien précise. Ça nous a permis de rencontrer pas mal d'élus, et certains d'ailleurs qu'on retrouve encore maintenant, avec des bons et peut-être moins bons souvenirs, mais enfin c'est la vie. Et du coup, est-ce que il y a une chose en particulier dans les revendications qui vous tenait vraiment à cœur, ou un projet particulier qui vous a pris du temps de travail ou juste qui vous a marqué avec cette association? Cette ZAC Marengo, oui. ZAC Marengo. Parce qu'il y avait le plan de circulation, on souhaitait, nous, un plan de circulation enterré.
pour permettre aux habitations riveraines d'avoir moins de nuisances. Et c'est là, en travaillant avec les services spécifiques, on a pu avoir des retours de compréhension, en nous expliquant que une faille comme ça n'était pas une bonne chose. Ça allait, même en souterrain, que ça déstabilisait un quartier, d'autant plus que le souterrain n'était pas d'emblée tout souterrain. Enfin, ils nous ont donné un autre contre-exemple qui était intéressant au niveau de... C'est pas la Padoie, mais enfin dans ce secteur, le boulevard de Koenig, où cette fracture, parce qu'il faut le temps d'inclinaison de la pente, donc qui reste à vif. Et nous, la surface n'était pas suffisamment, le trajet n'était pas suffisamment long, et le fait d'être enterré, la voie enterrée n'aurait pas été très longue finalement. Donc ça n'apportait pas une grande... Mais c'était bien parce que ça nous a permis de comprendre et nous de ne pas rester bloqués sur notre volonté d'avoir quelque chose dans le souterrain. Voilà, donc d'échanger, moi je trouve toujours enrichissant d'échanger, même si on n'est pas forcément d'accord, mais le pourquoi de ce choix, pourquoi... Oui, voilà. Vous compreniez que ce n'était pas contre les habitants, mais que c'était des obligations techniques à laquelle on n'était pas... Il fallait faire avec le terrain, d'accord. Et donc cette zinc maringo, vous savez combien de temps à peu près, vous vous rappelez à peu près combien de temps l'association a pu être impliquée sur ce dossier? Ça a été long, ça. Ça a été long? Oh, oui, ça a été un travail de 3, 4, 5... Ça nous a pris beaucoup. En tout cas, dans votre souvenir, ça prend du temps. Ah oui, ça a été long. Parce qu'entre les premiers projets, ça a été soumis à concours. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Mais vous aviez l'impression que pour avoir des réponses ou avoir les informations, il fallait que vous alliez les chercher? Ah oui, il faut les chercher. Sinon, comme on disait, on va à la pêche. On va à la pêche aux informations, on va à la pêche. Ah non. Sinon, il n'y avait pas d'informations. Demandez-les. D'emblée, non. Spontanément, non. Peut-être plus maintenant, mais là, spontanément, non. Ouais, c'est pas la mairie qui venait en expliquant... Non, c'était toujours nous qui allions avec un argumentaire. On n'arrivait jamais les mains vides. Hein. On avait des demandes, à partir de choses qu'on avait apprises, et par des détours. Comme vous pouviez. Ça a été un combat. Mais bon, vraiment, c'était un bon temps. Il y avait à peu près combien de personnes du coup dans cette association? Enfin, ça représentait... Alors, on a démarré quand même, on était une centaine, hein, même plus. Alors avec les expropriations, il y a des gens qui sont partis, hein, mais on est resté, disons, une centaine jusqu'au... Et puis on avait ces assemblées générales qui, dans les premiers temps, avaient lieu aux Trois Petits Cochons, un café qui nous accueillait, ça avait beaucoup de charme. Et puis on a été aussi dans cette salle de la Villa Américan, on a fini à la médiathèque. Lorsque la médiathèque a été créée, la municipalité, pour nous remercier de notre patience, nous a octroyé l'auditorium de la médiathèque gratuitement. On a beaucoup apprécié. Alors là, on avait à disposition micro, sono, enfin tout ce qu'il fallait. Ça, et puis une salle magnifique. Enfin, oui, pas tout à fait les mêmes conditions. Pas les mêmes conditions. Voilà, on a apprécié le geste de la mairie, vraiment. Ouais, que ça puisse aussi servir du coup aux locaux. Oui. Et puis on avait aussi obtenu une salle de quartier pour créer parce que les objectifs donc de l'association, c'était d'être associé aux travaux, enfin au projet de la mairie, que la mairie faisait sur notre quartier. Oui, au projet d'aménagement. Voilà, le projet d'aménagement. Mais c'était aussi donc créer un bien-vivre dans le quartier, donc créer du lien. Et ce lien, on l'appelle. C'est pour cela qu'on avait demandé une salle de quartier pour pouvoir se retrouver. Une fois par mois, on tenait une permanence. Tous les mardis, de 2h à 5h. Oui, 5h, 6h. Et c'était le lieu de doléance ou de passage, juste pour dire bonjour, comment ça allait, des informations, des gens qui venaient dire est-ce que vous savez qu'il y a tel endroit, il y a une maison qui se vend, enfin, voilà, donc cette permanence. Et puis, une fois par an, dans ce jardin-là, c'est pour ça que ça me fait chaud au cœur, tous les derniers vendredis du mois de juin, le dernier vendredi du mois de juin, une fois par an, il y avait un repas de quartier. Alors ça, c'était extraordinaire. La mairie nous prêtait des tables, des chaises,
Non, là, pas la sono. Même des guirlandes avec des ampoules de couleur à la fin. Et là, on invitait les personnes, les riverains, par voie d'affichage ou dans boîte aux lettres, à venir avec un plat salé ou sucré. Donc, et chacun se servait. Alors venait d'abord qui venait, mais des personnes âgées qui venaient avec leurs petits paniers, des familles avec des enfants. Alors là, sur la pelouse, vous aviez tous les enfants, je sais pas, de bébés aux jeunes. C'était extraordinaire. Et il y avait un petit orchestre bénévole qui s'était proposé pour nous faire l'animation musicale. Voilà, il y avait quelques informations qui étaient données par l'association. On rencontrait, on saluait les personnes. Ah bon, vous habitez le quartier? Ah, mais non, on est venu avec des amis, on a su qu'il y avait ce repas de quartier. Enfin, vraiment une atmosphère extraordinaire. Moi, là, je me disais, rien que pour ce temps, une fois par an, ce repas de quartier qui nous était demandé. Moi, le repas de quartier, quand est-ce que ça, quelle date, que je garde cette date pour moi. Enfin, c'est. Oui, c'était pas que pour ceux qui étaient membres de l'association. Non, du tout. Non, il y avait. Et c'est très drôle parce que c'est une initiative qui était née à Toulouse dans le quartier de Arnaud Bernard. Voilà, et ils avaient fait, c'est eux qui avaient initié les premiers repas de quartier, et j'ai oublié le nom de celui qui avait été l'initiateur, dans ce quartier Arnaud Bernard, et on avait trouvé l'idée fabuleuse, et on l'avait reprise à notre compte. Parce que quand vous êtes arrivé, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc voilà, ça a été créé dès que un peu après, quand Madame Chanfraud, non, Monsieur Coussier aussi, avant Madame Chanfraud, on avait pris cette initiative, non, Madame Chanfraud. Là, on a trouvé que ça répondait à un besoin, à une attente des gens. On habite le même quartier, on se connaît pas forcément, et de fait, au cours de ce repas, on faisait des connaissances. Et alors venaient les élus étaient invités, quel que soit leur bord politique. Il y avait même une fois le curé de la paroisse qui était venu. C'est bon enfance et c'était l'occasion de la diversité. Non, c'est. Il y avait à peu près combien de personnes du coup à ce repas? Le jardin, enfin on prenait des tables pour à peu près 80-100 personnes. Mais alors les gens, il y avait ceux qui restaient à table, il y avait ceux qui se dispersaient sur la pelouse, ceux qui avaient des petits préféraient se mettre. Chacun venait chercher. Là, et les plats, alors ce qui était extraordinaire, c'était des plats que les gens avaient préparés. Donc on avait des petites vietnamiennes qui avaient préparé des plats avec leurs produits, leur façon de faire. Enfin, il y avait aussi des Libanais qui nous faisaient connaître leurs plats. Enfin, il y avait vraiment un échange de sympathie et puis de culture, quoi. C'est une diversité de culture. Un vrai partage. Et vous disiez que un des objectifs du coup de l'association, c'était se vivre ensemble, ou en tout cas créer, ou en tout cas entretenir la vie de quartier, oui. Voilà, le bien vivre ensemble. Et justement, c'est parce que la vie de quartier n'existait pas sans l'association, ou parce qu'il fallait juste la raviver ou juste la maintenir? Je pense qu'elle n'existait pas. Enfin, alors il y avait une certaine vie historique, si je puis dire, parce qu'on avait dans le quartier M. Charles Gaspard, qui était un historien, et qui lui était passionné par l'histoire du quartier. Et chaque fois qu'il avait travaillé sur un sujet, alors il avait travaillé sur Saint-Sylve, les vitraux de Saint-Sylve, et il nous envoyait sa plaquette. Il a travaillé sur la ville de l'Américan, c'était une ferme où il y avait des vaches, où les gens venaient chercher le lait. Donc il y avait des personnalités. Il y avait l'atelier du potier Giscard, avec cette belle maison. Mais c'était des entités, des personnes. Après la vie, les gens se rencontraient chez les commerçants, mais c'était différent, c'était pas... Donc là, l'association a un peu amplifié. Amplifié, oui, et puis est sortie aussi, enfin, ne pas rester étouffée, monopolisée par
par le programme simplement de projet. Il y avait besoin d'une autre respiration, hein, il fallait contrebalancer. Un quartier, c'est pas que des habitations, c'est aussi un lieu de vie. Alors, déjà, anticipons ce lieu de vie en créant nous-mêmes des occasions de rencontres, de partage, enfin voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de la permanence qui avait été mise en place. Elle était où? Donc elle est place de la Légion d'honneur, enfin place Marengo. Okay. Elle n'existe plus, il y a pas si longtemps. Elle est juste en face de la boulangerie, sur l'autre boulangerie, ça s'appelle. Et on y avait donc cet accueil avec nous tenant vraiment à disposition des gens qui passaient, on laissait la porte ouverte, donc il y avait même des gens qui disaient qu'est-ce que c'est, voilà. C'était une façon de visibilité quoi, par rapport à l'association. Visibilité là par rapport aux habitants. Donc. Voilà, aux habitants, et puis même de passage, parce que ceux qui allaient à la médiathèque s'arrêtaient aussi pour demander mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bon, voilà, je trouve que c'est une ouverture, de ne pas rester replié sur soi, son petit quartier, voilà, c'est important ça aussi. Justement, là on parle de la médiathèque, on parlait donc de cette ZAC Marengo qui a bien monopolisé plusieurs années, dans les années 90. Comment est-ce que voilà, ce projet a été accueilli par les habitants, enfin ceux de l'association et même plus généralement, de ce réaménagement complet en fait de cette place-là? Alors la médiathèque en soi, la médiathèque en tant que médiathèque, on était vraiment tout à fait favorable. Vraiment, on se disait c'est un lieu de culture et de fête, c'est fabuleux d'avoir cette chance dans notre quartier, d'avoir la présence d'un tel bâtiment. On était moins d'accord sur cette grande porte monumentale qui... nous, on faisait des références en tant que provinciaux, on disait on n'a pas besoin de la défense. Enfin, voilà, pour nous, ça représentait des choses. Bon, en même temps, au final, on s'y fait. Je pense que le regard s'habitue. On avait un adhérent de l'association qui était architecte et qui lui, était favorable. Il disait, d'un point de vue perspective, c'est pas vilain, ça souligne la perspective des allées Pompidou. Ça cache un petit peu les deux bâtiments en haut de Jolimont, de part et d'autre. Bon, voilà. Avec le temps, ça s'est inscrit dans le paysage et c'est devenu... ça nous est devenu familier, enfin pour moi particulièrement, donc voilà. C'est vrai qu'au tout début... au tout début, ça nous choquait. On était dans d'autres proportions, dans d'autres dimensions Mais d'emblée, quand ça a été réalisé, l'intérieur, on a trouvé ça extraordinaire. Vraiment, c'est une très très belle conception. Et puis un bel outil de culture. Hein, ah ben oui, là du coup, oui, vous avez... Et le fait aussi peut-être que la circulation soit un peu, c'est-à-dire divisée en deux, en tout cas que les allées ce soit plus linéaire maintenant, oui. Comme un petit contournement, ça posait... Si on a eu des problèmes de bruit, de nuisances sonores, puisque la chaussée se rapprochant des habitations, en particulier à droite, quand on monte, donc la rue Moiroux, les habitations de la rue Moiroux, côté impair. Donc on a fait faire donc on s'en est plaint à la mairie, on a fait faire des mesures sonores, enfin la mairie qui n'ont rien donné. Ils nous avaient promis un revêtement de sol qui atténuerait les bruits, mais bon, ça n'a jamais abouti. Voilà, c'est... Du coup, c'était assez bruyant. Ah oui, les camions, ça répercutait, bien qu'il soit resté l'ancien mur de l'école vétérinaire, il est resté ce mur qui nous faisait notre fond de parcelle. Quand même, le bruit était là, oui. Mais il y a tout un dossier là que les archives peuvent retrouver qui a été fait par rapport aux mesures sonores. D'accord. Et pour le reste du coup de cette ZAC, donc il y avait la médiathèque, mais il y a aussi les immeubles autres. Il y avait la question de l'implantation des immeubles. Alors on trouvait que ça faisait beaucoup, ça faisait quand même 600. Il y avait 600 appartements, 600 logements qui étaient prévus. Et il y avait entre autres un immeuble là, sur la droite qui devait être de forme ovale. On trouvait ça
étonnant, hein, comme un ballon de rugby. Enfin, bon. Voilà, donc du coup, ce bâtiment a été revu, c'est parti de la métropole. Enfin, le côté, quand on monte le côté à droite, c'est le bâtiment, pas celui de gauche, hein, qui a été plus. Donc on a donné notre avis, mais on s'est senti le droit et l'obligation de dire ce que l'on pensait. Voilà, c'est. Et du coup, vous aviez réalisé un contre-projet, oui. Vraiment en le travaillant bien, ce qui est complet. Est-ce qu'il y a des idées du coup qui ont été retenues ou est-ce que ça a permis quand même des échanges? Je pense que ça a permis. Oui, je pense que ça a permis. Enfin oui, ça a permis des échanges, mais pas tellement sur le. On n'a jamais travaillé avec des personnes avec notre contre-projet. Ça a toujours été avec certains élus, quand c'était la voirie, quand c'était plutôt les constructions, l'urbanisme. Sur notre projet en soi, de le prendre en compte. Ah si, il y a une chose aussi, il y a un truc, par rapport à l'arche de la médiathèque. Nous, on en avait discuté avec des gens dans l'association qui étaient compétents pour cela, qui nous ont souligné l'effet Venturi. Donc l'effet dans ce passage où d'un côté il y a la boulangerie, de l'autre côté il y a le bureau de tabac, que ça serait un lieu où s'engouffrerait le vent, ce qu'on appelle l'effet Venturi. Donc on a demandé, on a dit plus ce passage est grand, plus cet effet, puis resserré surtout. Et alors on s'est fait, mais vraiment renvoyer là on s'est un petit peu moqué de nous. Et alors le plus drôle c'est que chaque fois qu'on y passe, comme ce matin par exemple, et où il y a du vent, je dis l'effet Venturi qui n'existe pas, nous le ressentons vraiment. Oui, voilà, chaque fois qu'on y passe, il y a un sourire qui me vient là, je me dis bon, on n'avait pas tort. Il y a des choses qui étaient justes. Voilà. Il y avait aussi, là, on avait travaillé sur l'implication de ces bâtiments, ces grands bâtiments, l'ombre, la portée d'ombre qu'ils allaient faire sur les bâtiments existants déjà. On avait fait l'ombre portée, donc il y avait un architecte qui nous avait fait tout un travail là-dessus. Voilà, on l'avait soumis à la mairie en disant vos bâtiments sont trop hauts. Nous, il y avait une question de hauteur, on voulait des choses moins hautes, plus en harmonie, on voulait une espèce d'étalonnage, d'épannage, comme on l'appelle, des bâtiments, des hauteurs de bâtiments. Là, on trouve qu'il y a une trop grande rupture. Oui, parce que pour aller un peu dans le quartier, quoi. Voilà, pour s'insérer dans le quartier, voilà. Mais bon, donc on l'a soumis, on a osé le dire, on l'a dit avec conviction. Voilà. D'accord, donc un gros travail. Mais du coup, il y avait des personnes compétentes dans l'association. Alors dans l'association que l'on connaissait par connaissance, donc auquel on a fait appel. Et qui vraiment bénévolement vraiment se sont impliqués, ou alors des personnes d'autres associations. D'autres associations de quartier? De quartier, oui. Par exemple, l'Union des comités de quartier, la l'UCQ, nous a prêté main forte aussi. Pour nous conseiller telle personne qui nous serait utile. Donc un travail collectif, hein, c'est... Oui, vraiment. Et il n'y avait pas de division, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'au sein de l'association, tout le monde était à peu près du même avis ou est-ce qu'il y a eu aussi des échanges plus ou moins... Oui, des échanges, mais j'allais dire raisonnables, comme on a quand on discute une question, il y a des sensibilités, voilà. Des points de vue. Oui, des points de vue, mais ça n'a jamais, c'était jamais dans l'opposition contre cet insensé, non. Dans la mesure où c'était notre regard, c'était pour bien vivre, il ne s'agissait pas de s'approprier, d'en faire notre affaire à nous. C'était vraiment un regard et d'ailleurs plusieurs fois on a fait des pétitions pour associer les personnes. Alors quand il y a eu la construction de la CAF un peu plus haut, la CAF, la caisse d'allocation familiale, vers le haut de Jolimont,
là, il y avait un très bel arbre il avait 6 troncs comme caractéristique, et dans le projet, il disparaissait. Donc on avait dit, alors qu'avec les riverains, qui étaient à ce moment-là, qui passent de Marengo, mais enfin un peu plus haut, on s'était associés pour les soutenir, dire, mais vous avez raison, cet arbre. Donc du coup, le projet a été vu, et l'arbre a été sauvegardé. Voilà, lorsqu'il y a eu la construction du commissariat, les gens qui ont été les riverains du commissariat, nous ont fait ça. Donc on s'est associé à leur demande pour demander d'abord qu'ils soient déplacés. C'était peut-être pas le meilleur endroit parce que pour eux ça leur faisait il y avait un terrain vague, enfin qui était herbeux. Enfin, voilà. Donc on s'est pas cantonné dans notre seul quartier Marengo, et c'est d'ailleurs pour cela ensuite qu'on s'est développé, qu'on s'est appelé Marengo, la colonne, Jolimont. Voilà, donc une ouverture qui s'est faite naturellement, parce qu'on est venu, enfin on s'est prêté main forte les uns les autres. Ouais, vous pouviez, à la fois vous pouviez du coup proposer, ou en tout cas être source de propositions, et en même temps on pouvait solliciter l'association pour avoir une aide ou un soutien. Tout à fait, s'entraider, quoi. C'était de l'entraide entre quartiers, riverains, entre voisins. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez un peu des commerces. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez cité quelques commerces. Quelle a été l'évolution des commerces dans le quartier ici? Alors l'évolution, elle a été... on les a vus disparaître. Dans notre rue, il y avait un coiffeur. Nous, on ne l'a pas connu quand on est arrivé, mais bon, il venait juste de fermer. Alors, est-ce que c'est les démolitions, la perspective, tout cela, le changement de quartier, ou l'âge des commerçants aussi, hein, pas de relève. Rue du 10 avril, il y avait un autre coiffeur qui a fermé, alors il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 5, 6, enfin, même si c'est un peu plus maintenant. Il y avait donc une boulangerie, rue du 10 avril, qui a fermé quand ils ont pris leur retraite. Il y avait aussi... en bas, rue Compense, il y avait un boucher chevalin, ce qui était assez étonnant, un charcutier. Enfin, voilà, c'est des commerces qui ont fermé. Alors, est-ce que c'est lié, cette approche de travaux, la démolition de l'école vétérinaire? L'école vétérinaire, c'était quand même un centre, il y avait des étudiants, il y avait les professeurs, il y avait les enseignants. Et d'ailleurs, vous avez une très belle plaquette en bas de la rue Compense qui retrace l'historique un petit peu de cette école vétérinaire. Donc il y avait une vie qui est partie, et tout ce temps où on sent rien, vide de terrain vague, ça enlève une âme au quartier, tout cela. Hein. C'est vraiment un grand trou. Ça a été comme, je sais pas, le trou des Halles, peut-être, à Paris. Comparaison, mais oui, en plus, ça a mis du temps. Enfin, ça a été longtemps, un vide. Un vide, oui. Nous aussi, on a trouvé que c'était long, ce vide. Ouais. Puis avec plein de points d'interrogation. Donc pour des commerçants, c'était pas... Il y avait un petit casino, rue du 10 avril, à l'intersection de la rue Reille. Non, pas de la rue Reille, de la rue Montcabrier. Et de la rue du 10 avril. Ouais. Voilà, et ça crée, parce que c'était des lieux où on se retrouvait, enfin il y avait une petite épicerie aussi, un petit peu plus haut, oui, à l'angle de la rue Reille, enfin c'est... Voilà. Et aujourd'hui, du coup, il y a eu de nouveaux commerces qui sont installés ou... Alors, sur la place, oui. Mais oui, je pense, en vous disant ça, ces petits commerçants, c'est peut-être aussi lié à l'installation de grands centres, de grands centres commerciaux qui ont eu vraiment leur heure de gloire. Hein. Bon, maintenant, on revient peut-être plus à des commerces de proximité. Et alors là, sur la place, justement, on avait demandé des commerces. On avait demandé sur cette place Marengo, cette nouvelle place Marengo, des commerces. Donc, il y a... comment ça s'appelle? C'est un petit carrefour. Il y a une boulangerie. En face, c'était installé un petit café. Mais bon, avec le confinement là, qui a dû fermer. Voilà, on demandait d'autres implantations. Et parce que ces bureaux de la métropole, c'est énorme. Mais c'est à 6 heures, il n'y a plus... Enfin, oui, voilà, c'est vide. Un lieu de travail, on avait dénoncé cela, on a dit attention, on fait de là un quartier d'affaires, entre guillemets. Oui, c'est pour ça la comparaison avec la Défense. Oui, oui, vous vouliez quand même, du coup, pouvoir en faire quand même
un lieu de vie, cette un lieu de place, vie, ou, un lieu de vie. d'accord. Donc on voulait davantage de plantations, mais on voulait alors si, un marché. On voulait un marché de plein vent. Alors là, et alors c'est très drôle parce que vraiment ça fait. Maintenant il va s'implanter. Alors là où c'était impossible il y a 15 ans, maintenant ça devient possible. Et j'allais dire, la place n'a pas changé, le béton n'a pas changé, tous les arguments ont changé. Voilà, mais tous les arguments qui nous ont été opposés en nous disant c'est pas possible, c'est irréalisable, voilà. Mais bon. Au moins, il va avoir lieu. Il va normalement au mois d'avril, mai, enfin, on croise les doigts, pour que ce marché de plein vent donne un peu plus de vie à cette place bétonnée. On a réussi, enfin, vous voyez, au niveau jardin, là, il y a un petit rue Moiroux, il y avait un terrain vague, puisque des maisons avaient été démolies. On a réussi à avoir un petit jardin. Il y a un toboggan, enfin, pas grand-chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des bancs, ils les ont enlevés. Alors, du coup, les nounous ne peuvent pas venir. Enfin. Et puis, il y a le jardin qu'on appelait le jardin de M. Gaspard, là, rue Reille, où il y avait un ancien réservoir. Là aussi, on demandait qu'est-ce qu'il allait devenir de ce réservoir. Alors là aussi, il nous avait été répondu que c'était pas possible d'y faire quoi que ce soit parce que c'était dangereux, que c'était le vide dessous. Moyennant quoi, il y a un jardin où les enfants sont heureux en sortant de l'école de s'arrêter, puisqu'il y a les deux écoles, l'école Monge et l'école des Ursulines. On y voit. Moi, ça me réjouit quand je vois ces jardins occupés par des familles. Je me dis, voilà, c'est pas un combat inutile, c'est. On voit que c'était utile parce que c'est utilisé maintenant. Ben oui, voilà, utile parce qu'utilisé, et puis ça répond à une attente, quoi. Même si et le nom du coup de ce jardin, donc avec ce Charles Gaspard. Voilà, cet historien, du coup, ça a été une demande des habitants ou c'est la mairie qui a proposé ce nom-là? C'est la mairie, enfin nous on a demandé. D'accord. La mairie a demandé pour un nom, on a demandé que ce soit M. Gaspard. Oui, parce que c'est une personnalité. D'ailleurs, aux archives, il passait ses journées aux archives. Oui, il est très très connu. Donc c'est la moindre des choses de lui rendre hommage. D'accord. C'était habituel, ça, de pouvoir donner son avis pour des noms de nouveaux lieux ou pas? Ben, disons que pour la place Marengo, on ne nous a pas demandé notre avis parce qu'elle s'est appelée place de la Légion d'honneur. Et lorsqu'on a su que c'était dans les dossiers, on a dit pourquoi place de la Légion d'honneur. Voilà, place du Rotary aussi. Mais bon, je pense qu'il y avait des obligations de commandes préexistantes. Oui. En tout cas, pour le petit jardin Charles Gaspard, là, vous avez pu obtenir, donner l'avis. Et place de la Légion d'honneur, là, le jardin s'appelle Tourelle, aussi d'une personne qui a beaucoup écrit sur le quartier, Vivre à Marengo. Monsieur Tourelle. Ouais, donc ça a du sens. Oui, comme des Légion d'honneur, ça nous semble moins parlant. Un peu plus éloigné de la vie de quartier. Alors on aurait gardé Marengo, mais je crois que c'est amusant, dans le plan qui a été mis sur cette place, il y a marqué quand même Anneau Marengo. Voilà, parce que c'est le boulevard Marengo, donc voilà. Donc on n'a pas tout perdu. J'ai l'impression que la plupart des habitants l'appellent encore Place Marengo, tout à fait. Le nouveau nom n'a pas été approprié. Et non, ils ne sont pas appropriés. Et du coup, cette place, avec du coup ces nouveaux petits commerces, est-ce que c'est une place qui vit? Comment est-ce que vous la décririez? Est-ce que ça vit? Est-ce que c'est plutôt... Alors, elle ne vit pas comme les riverains les plus proches, là, les nouveaux habitants, le souhaiteraient, parce que c'est une place qui est occupée par un petit peu des SDF, des personnes un petit peu à la rue, enfin. Et le soir, il y a pas mal de trafic qui se font. Enfin, donc il y a eu l'éclairage qui a été amélioré, il y a eu des demandes dans ce sens-là. La police de proximité qui passe, Alors oui, quand vous parliez c'est en parlant des habitants de ces nouveaux immeubles, au début, il y avait comme une espèce d'antagonisme les anciens habitants, les anciens, et puis ces nouveaux qui arrivent. Et puis les liens se sont créés, mais il y a eu un petit peu une réserve au démarrage. On se regardait, et vraiment au niveau de l'association, on n'a pas voulu laisser ceux de côté qui habitaient, ils étaient pour rien. L'opportunité s'est présentée d'avoir des logements bien conçus et tout. Du coup, ils ont pu... Bon, après ce
ce premier, on va dire. Voilà, ce regard, voilà. se dire, mais qu'est-ce que... Bon. Ils ont pu du coup être intégrés Oui, au quartier. ceux qui ont voulu se sont intégrés, voilà, ceux qui ont voulu se sont intégrés. Et là, ce qui est drôle, c'est que, en particulier avec le boulanger là, de la place, qui se démène pour que cette place prenne vie, puis ne soit pas un lieu de... Voilà, il y a des personnes qui s'hébergent la nuit, enfin, sous les arcades, qui dorment et tout, puis ils laissent des détritus, donc... Ils ont, là le boulanger en particulier, a pris en main les choses et avec des riverains donc, de cette place se sont joints pour alerter la municipalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette place soit saine quoi, et soit viable et vivante dans les bons sens du terme. D'accord. Du coup, on parlait de cette ZAC, donc la médiathèque. Un petit peu avant, il y a le métro qui est arrivé, si je ne me trompe. Oui. Vous avez vu du coup les travaux ah oui, se mettre, voilà. Quel souvenir vous avez de cette arrivée du métro? De bruit, de poussière, mais surtout, enfin, on est très très heureux. Ah oui, par contre, un accueil... Alors ça, ah oui. Et même... lorsque les plans sont sortis, ils s'arrêtaient à Jolimont. Oui. Donc on a dit mais c'est insensé. Pourquoi faire arrêter ce métro en haut de Jolimont là? Donc on a travaillé pour demander à ce qu'il soit prolongé. Alors du coup, ce qui fait que le prolongement a été en aérien, alors qu'on disait quand même si ça avait été fait en même temps, ça aurait été en souterrain. Oui. C'est peut-être, je sais pas. Enfin là. Oui, non, c'est... Ah oui, non, tout ce qui touchait Donc en sortant de notre petit quartier, on était très, très partie prenante de ce qui se vivait autour. Mais là, ça a été accueilli positivement. Ah oui, ça le métro, oui. Alors bien sûr, dans la municipalité, il y avait ceux qui étaient pour un tram. Voilà. Donc là, il y a eu... tramway, mais là, sans hésitation, puisqu'on a aussi le tram, on se rend compte que le tramway, c'est un gain de temps, c'est fabuleux. D'ailleurs, ça a été le slogan, c'était Jolimont, Basso-Cambo, en quelques minutes, enfin, c'était quelque chose de... Du coup, ça a pas mal... Est-ce que même vos déplacements, ou même ceux de vos voisins, est-ce que du coup l'arrivée du métro a changé quelques habitudes de déplacement ou... Alors pour le centre-ville, peut-être pas, encore que, peut-être les personnes... Si, oui, il y avait des personnes qui étaient un peu à mobilité réduite, qui étaient contentes de le prendre à Marengo et de descendre Capitole. Oui, voilà, oui. Ce qui a... Ah oui, dans ce métro, non, il a fait l'unanimité. Alors après, on reste... Moi, je suis une adepte du vélo, enfin... Sauf quand il pleut. Mais voilà, mais non, le métro, il a fait vraiment l'unanimité. Enfin, je pense. Hein. Oui, en tout cas, vous n'avez pas souvenir de personne. Voilà, sauf pour des questions peut-être un petit peu de politique. Enfin, oui, et puis le temps des travaux qui est jamais très agréable. Voilà, mais ça a pris du temps. Ça. Et puis il y a eu des choses étonnantes. On a appris ainsi que pour passer sous le canal, il avait fallu congeler le canal. Enfin, c'était fabuleux. Enfin, on s'était intéressé. Là, j'ai un petit peu oublié, mais voilà, on apprenait des choses. Mais c'était pas des petits travaux. Non, c'était pas des petits travaux. Non. C'était quelque chose d'important. Et du coup, on parlait des déplacements. De ce que vous avez vu, hein, comment du coup les habitants de ce quartier se déplaçaient ou se déplacent au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à ça? Alors oui, parce qu'avant le métro, il y avait un bus. Il y avait un bus, le 148, je me souviens, qui montait jusqu'à Jolimont. Voilà, il y avait des bus mais dont on se satisfaisait. Hein, mais bon, ça n'a rien à voir parce que ça va au-delà de notre quartier, puisque ça relie quand même Grammont. Grammont, c'est la grande surface, les grandes surfaces. Donc ça... Et puis c'est l'ouverture sur Balma. Parce que c'est Balma-Grammont. Parce que et les gens, les riverains de Balma, enfin les habitants de Balma, sont contents de laisser
leur voiture au parking de Gramont-Balma pour revenir ici en ville. Et alors c'est drôle parce que par rapport à ces parkings comment on appelle ça, c'est pas de désistement, les parkings qui sont attenants aux stations de métro. Nous on a trouvé d'emblée en tant qu'association qu'ils étaient trop petits. On a dit et de fait, ils ont été trop petits. Il a fallu les agrandir. Alors c'est amusant parce qu'on se dit, on avait un regard affûté, plus juste de le regard du terrain, où vous voyez les choses. Voilà, du terrain, c'est ça. Oui, vous voyez les utilisateurs, vous voyez. Parce qu'eux, il y avait la question des chiffres, enfin avec temps, voilà, des calculs. Nous, on était dans la réalité de se dire, une fois ce métro installé, il y aura plein de gens qui vont l'utiliser et moins utiliser la voiture en centre-ville. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, le métro, c'est pour éviter aussi, c'est pour freiner la circulation en ville. Et du coup, dans ce quartier Marengo, la place de la voiture, est-ce qu'elle a évolué d'après vous Alors, elle a évolué, là aussi on s'est battu, ça a été un combat par rapport au stationnement. On s'est rendu compte que les places étaient occupées par des voitures ventouses, de gens qui mettaient leur voiture là et prenaient le train, revenaient le soir ou ne revenaient pas. Vraiment, et empêcher les riverains ou les amis des riverains le soir de stationner correctement, ou alors d'aller se mettre beaucoup plus loin. Et donc, alors là, on travaille avec la municipalité, en collaboration avec la municipalité, et c'est le stationnement résident qui a fait son apparition. Alors là, ça a chauffé, hein. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et finalement, quand ça a été fait, ça a été une... Alors nous, on venait juste de quitter le quartier à ce moment-là, mais ça a libéré les places. Ça a été vraiment un progrès. Là, moi, j'en étais peut-être pas convaincue au démarrage, mais je dois dire que... Et d'ailleurs, on nous avait dit, regardez du côté des jardins des plantes, vous verrez, depuis qu'il y a le stationnement résident, on peut stationner, il n'y a plus ces... Voilà, c'est... Oui, ça a vraiment aidé... Donc on avait aussi une implication sur ce qui fait la vie, hein, c'est le stationnement, choses concrètes pour pas aller trop loin de chez soi ou que les amis ne puissent pas stationner. Non, c'est sûr. En sachant que quand même ce quartier Marengo a l'avantage qu'on est très vite à pied en centre-ville. On descend les allées Jean Jaurès, on est au cœur de Toulouse. Il y a beaucoup d'habitants qui finalement utilisent la marche à pied. Oui. Même au sein du quartier, il n'y a pas beaucoup de circulation. Enfin, ce que j'en ai vu après, peut-être que... Oui, peut-être moins de fait. Je pense que le stationnement résident a sacrément réduit la circulation. Alors il y a des heures, hein. Il y a des heures de pointe. Alors quand on voit les allées Pompidou peuvent être bloquées. Hein. Mais là, avec le confinement, les horaires ont été modifiés, donc ça... Je ne vois pas la réalité. Voilà, c'est pas la vraie... C'est pas la vraie réalité. Non. Voilà, c'est sûr. Mince, j'avais une question, puis je l'ai ravalée. Tant pis. Ah oui, si, tout à l'heure, on parlait des lieux de rencontre. Oui, des lieux de rencontre où du coup, il y avait cette permanence, etc. Avant que ça se mette en place, quels étaient les lieux privilégiés pour croiser les habitants du quartier, croiser ses voisins? Où est-ce qu'on... Alors c'était les commerces, essentiellement. Oui. Et puis ce café, là, des Trois Petits Cochons, qui était vraiment un lieu emblématique. Et puis il y avait surtout ceux qui le tenaient étaient sympathiques. Alors ils faisaient des animations le soir, il y avait des soirées musicales, qui avait beaucoup de succès. Hein, Il se situait où? Alors il se situait, lorsque vous montez les allées Pompidou, c'est à l'angle, parce que alors là tout ça a été démoli. En montant les allées Pompidou, à l'angle, il faudrait que je ferai un plan. La rue, non, c'est pas la rue Rey, c'est plus bas. Il faudrait que je regarde un plan là, pour le dire plus facilement. Il y avait d'autres cafés un peu... Ah oui, il y avait le café des Acacias. Alors là, c'était de l'autre côté des allées Pompidou. Alors quand ces allées n'étaient pas tracées, c'était de l'autre côté de la place Marengo. Le café des Acacias. Alors ça, c'est un café, il a une histoire, mais on a dû vous en parler. Pas trop, non? Là,
c'était le lieu de rencontre des Espagnols réfugiés. Monsieur Aranda qui tenait ce café était avec sa femme. Ils sont toujours vivants, je les croise de temps en temps. C'était des personnalités d'un accueil, d'une gentillesse. Alors le café avait gardé dans son jus. Mais ça avait un charme fou. Il y avait, comment il s'appelait, c'était le café des Acacias. C'est parce qu'il y avait des arbres, il y avait une cour, enfin il y avait des tables là. Lui il préparait une sangria quand on pouvait lui commander des sangrias délicieuses. Une gentillesse, et c'était les anciens du quartier aimaient bien venir parler avec eux. Alors c'était plus le côté libre-échange, rue de Périole. Oui, du coup, voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'autre côté. L'autre côté, oui. Mais c'est la percée de Pompidou qui a fait cette fracture. Hein. Sinon avant, parce que dans l'association, ces gens de ce côté-là sont venus se joindre à nous parce qu'ils ont eu des démolitions, ils ont subi tout cela. Hein. Oui, c'est d'un côté et de l'autre. On avait le même combat, Non, c'est... Mais une fois l'avenue percée, est-ce que ça a, entre guillemets, coupé en deux le quartier ou est-ce qu'il y a quand même une unité qui a quand même résisté? Ça a coupé, et parce qu'il y a eu plein de maisons, de belles maisons qui ont été démolies, donc des immeubles, donc c'est plus la même chose. Des immeubles, ça nous enlève une maison, ce sont quelques habitants. Des immeubles, c'est plus anonyme, c'est plus... Il y a beaucoup plus de ah oui, monde, non, ça a transformé complètement le quartier, oui, complètement. Du coup, et ces petits cafés là qui ont bien marqué... qui étaient vraiment des lieux de vie, hein, des lieux de souvenirs, des lieux de... Tout à l'heure, on parlait des liens avec d'autres associations. Est-ce que du coup, ce quartier, la Marengo, enfin, j'allais dire, était plus en lien, ou en tout cas, il y avait des connexions plus importantes avec tel ou tel autre quartier, même sans parler de l'association, des lieux où vous alliez, parce que ici, dans ce quartier-là, il n'y avait pas, donc on allait dans tel autre quartier pour aller chercher quelque chose. Est-ce qu'il y avait des connexions comme ça entre différents quartiers plus privilégiés? Alors les connexions, elles se sont faites avec par exemple la colonne, parce qu'il y avait à la colonne il y avait un boulodrome, il y avait un café aussi. D'accord. Donc les liens se sont faits par rapport à l'animation. Lorsqu'on a alors ça c'est à l'initiative de notre association, ce qu'on appelait les foulées de la médiathèque. Une course qui prenait la rue de la Colonne de haut en bas. La rue, oui, il y avait la rue de la Colonne et ça prenait aussi la rue du 10 avril. Enfin, je ne les ai pas faites, ces foulées-là. Alors il y avait les adultes, les enfants, enfin selon les... Oui, ça prenait aussi la rue du 10 avril. Et donc c'était en lien aussi avec la Colonne, les gens de la Colonne. Ce qu'ils ont eu à la Colonne, donc il y avait cette histoire du commissariat, donc ils ont fait appel à nous, on s'est joint à eux. Sans être une association, oui, il y a eu l'évocation de la bataille du 10 avril. Donc il y a eu un historien qui s'est joint, qui est venu nous en parler pour nous demander de soutenir son projet, ce que l'on a fait. Donc là, il y a eu, c'était extraordinaire, les soldats de Napoléon, enfin des personnes, des figurants habillés en soldats, même les canons, il y a des tirs de canon qui ont été faits. Enfin, non, c'était... Il y en a eu plusieurs des reconstitutions qui ont été faites ou... Non? Pardon? Il y en a eu plusieurs de ce type de reconstitutions. Oui, chaque célébration du 10 avril. Voilà, alors la dernière, il y en avait une qui devait avoir, où il devait y avoir le campement et tout, devait se faire sur les allées au bord de Garonne. Je ne sais pas si ça a eu lieu, on n'était pas là. C'était... Oui, non, au niveau d'autres liens, on était... si, il y a eu le lien avec les berges du canal, lorsqu'il a été question d'aménagement sur les bords du canal avec Voilà, donc on a été contacté par... donc là, c'était l'association plutôt Place de Belfort, donc en redescendant vers les allées. Je trouve que c'est important de pouvoir, de ne pas rester enfermé dans son petit univers d'association Marengo, et d'avoir... alors après, Jean-Luc Zitter vous parlera peut-être plus là
avec le boulodrome et les abeilles. Ça, du coup, il y avait, enfin, vous aviez, quand vous y étiez impliqué dans Non, l'association, ça, il n'y non. avait rien en lien avec le boulodrome. Non, mais on les invitait, ils venaient pour l'assemblée générale. Hmm. Les gens du boulodrome, c'est... D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait des anciens dans cette association. Du coup, il y avait un réel mélange des générations au sein du quartier et au sein de l'association. Oui. 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 Ça, Et alors, c'était drôle avec les anciens qui avaient le savoir, dont ils étaient fiers. Et nous, qui étions jeunes à l'époque et tout, on écoutait. On écoutait, donc... et c'était précieux aussi d'écouter, parce que ça nous a servi. Ça nous a servi, parce qu'ensuite, ils ont disparu. Mais oui, c'est... Et c'était des personnes, du coup, qui habitaient depuis toujours dans le quartier? Oui, oui. voilà. Ah oui, là, c'était vraiment des... D'accord. Oui, qui habitaient et puis qui étaient touchés par les démolitions. Alors, c'était vraiment un déchirement. Ah oui, on sentait que ça allait... Ah oui, là, on a mesuré combien l'appartenance à un quartier, c'était viscéral pour eux. Et je repense à 2 ou 3 personnes, là, comme ça. Et le président Avamam Chanfro, M. Coussier, n'était pas parmi les plus anciens, mais parce que lui sa famille avait habité, lui avait depuis déménagé, mais enfin, il faisait partie de il soutenait ces anciens, là. Oui, c'était vraiment... Ah non, on a appris. Alors, on n'avait pas... C'est pas qu'on n'ait pas droit à la parole, mais on n'avait pas les éléments. Donc, on était vraiment en position d'écoute, d'apprendre ce qu'était le quartier. Et en même temps de soutien aussi. Voilà, il fallait apprendre pour comprendre. Et ensuite pouvoir... Oui, se le réapproprier, agir. voilà, et avancer avec tout ça. Et tout à l'heure, du coup, on parlait des nouveaux habitants, donc on a pris l'exemple de ceux qui étaient arrivés dans le grand immeuble là, dans la ZAC. Puis il y en a eu d'autres après. Oui, voilà. Mais même avant, enfin, je ne sais pas du coup si c'est un quartier, mais vous, par exemple, vous étiez arrivé en 77. Voilà, les nouveaux habitants qui pouvaient arriver au fur et à mesure, quelle était l'intégration qu'il pouvait y avoir pour eux? Parce que vous, elle s'est fait un peu tout de suite, j'ai envie de dire. Et oui. Mais je ne sais pas si c'est un cas exceptionnel ou pas. Alors disons qu'eux étaient bien. Ils étaient bien installés, et quand on les invitait pour les assemblées générales et tout, ils sentaient qu'on mettait en cause ces bâtiments, donc ils se sentaient un petit peu, enfin, si je puis dire, jugés. Et puis au début peut-être. Et puis il y a eu un effort, enfin, on a essayé de faire comprendre qu'on n'avait rien contre eux, que c'était... Oui, maintenant c'était fait. Voilà, et puis c'était fait, c'était pas eux qui étaient à l'origine des... Mais il y a eu un temps d'apprivoisement, effectivement. De mieux se connaître. Oui, ah oui. Mais de ne pas rester sur ses positions, nous on sait, nous on est les anciens, ceux qui... Non, ça n'a pas de sens. Et sans parler du coup de cet immeuble-là, sur des personnes... voilà, souvent il y a des aménagements, même voilà, des personnes qui rachètent les maisons autour, enfin au sein du quartier. Est-ce qu'il y avait... Est-ce que pour un nouvel habitant, c'était facile de s'intégrer dans la vie du quartier ou pas? On se faisait connaître par le biais du repas de quartier, à commencer par ce biais-là. Alors après, il y a la libre... chacun... oui, voilà. Ceux qui ne veulent pas. Voilà, ceux qui ne veulent pas. Voilà, il ne sûr, s'agit pas de forcer, mais on donnait le pourquoi. Le pourquoi on était mobilisés pour... Mais vraiment, c'est vraiment le repas de quartier qui faisait de l'unanimité. Après, nos actions plus en lien avec l'urbanisme, dans la mesure où vous étiez dans des maisons où il n'y avait pas directement, qui n'étaient pas impactés par ces projets, ne se sentaient pas concernés. Donc, mais là, le repas de quartier, c'était une initiative extraordinaire. D'ailleurs, qui avait été ensuite reprise à un autre niveau sur le jardin de l'Observatoire, enfin sur la plateforme, avec, comment ils appelaient ça, je l'ai perdu ça. Le festival d'en haut. D'accord. Où il y avait des animations, voilà, donc il y avait, je sais pas, des animations d'ordre jonglerie, maquillage, des trucs proposés aux enfants, aux jeunes, enfin aux moins jeunes, enfin c'était
Non, non, c'était... Et si, non, non, c'était une... Comme quoi, je pense que les gens sont en attente de rencontres, surtout de sortir de l'anonymat, d'une certaine façon. Même s'il peut y avoir de la peur, mais quand il y a des propositions comme ça, qui incluent tout, sans qu'il y ait sans qu'il y ait de ségrégation d'âge ou de Dieu sait quoi, ça réunit, voilà. Une volonté de ne pas juste vivre dans sa maison ou dans son appartement, passer, rentrer, mais de pouvoir avoir des liens avec et ensuite, c'est amusant parce que ce repas de quartier a donné, ça me vient maintenant, l'initiative dans certaines rues de faire des repas de rue. Ah, donc de plus petits îlots de plus quartier, petits, voilà. D'accord. Donc là, j'ai une amie qui a été à l'initiative d'un repas dans sa rue de Dalmatie. Non, c'est rue Clausel, et puis ça incluait la rue de Dalmatie et puis les petites rues avoisinantes. Donc là, pareil, ils faisaient appel à la mairie pour avoir des tables et des chaises. Et c'était l'occasion pour eux de connaître les riverains. Vraiment les voisins proches. Et alors, une fois où j'ai participé, c'était « Ah, mais c'est fabuleux, là, on se voyait, mais on ne se connaissait pas. » Et donc, du coup, ça a, paraît-il, changé totalement la physionomie de ces rues. Voilà, donc ça fait tache d'huile, quelque part, et ça fait du bien, moi, je trouve, de voir des choses comme ça. Et du coup, là, on voit qu'il y a le quartier. Et là, on aperçoit un peu comme des... Je ne sais pas du tout si on peut appeler ça des sous-quartiers, enfin en tout cas des petits îlots. Il y a une unité dans ce quartier Marengo, ou est-ce que ça fait un peu plein de petits quartiers les uns à côté des autres? Comment est-ce que vous le décririez Oui, c'est comme une mosaïque. Enfin, ça fait une petite mosaïque, du coup? Oui, mais je pense que l'entité Marengo, je pense qu'elle reste. D'accord. Ne serait-ce que la station de métro s'appelle Marengo SNCF. Je pense que c'est sous le nom de Marengo, ça réunit. Je pense que oui, je pense que c'est. Non, je pense que vous, c'est comme ça que vous le percevez. Ah oui, oui. Vraiment, c'est vraiment une entité. Et une unité du coup qui une se unité, fait oui, sous ce terme-là. Avec la diversité d'aller. Oui, de chaque petit coin. Et la proximité de la gare, est-ce que ça a une quelconque influence sur la vie de quartier? Oui, parce que donc là, quand il y avait les voitures ventouses, c'était souvent lié. Mais c'est un plus, la proximité. Ah oui. Alors ça va devenir encore plus d'ailleurs avec le projet de la gare là, qui va réunir tout le métro. Enfin, mais cette gare, d'abord elle est belle. Moi, la façade et puis maintenant que le parterre devant a été aménagé, ça c'est un plus. Et moi, cette gare, elle est aussi signe d'ouverture. Voilà, on rentre, on sort, enfin on sort de son quartier, et puis on y revient. Enfin, ça facilite les communications, ça facilite l'interpénétration. Voilà. Moi, je trouve que c'est un plus pour nous, la gare. Et est-ce que du coup vous définissez le quartier Marengo comme un quartier de gare ou pas? Ah non. Non, d'accord. Et non. Ah oui. Alors justement, avec le futur aménagement de la gare, c'est ce qu'on avait soulevé aussi, c'était que ça ne devienne pas une gare comme la Part-Dieu, enfin un truc que l'on garde qu'elle garde son rôle de gare, mais qu'elle ne vienne pas nous empiéter sur... enfin empiéter, si ça empiète d'une certaine façon, mais pas faire perdre l'âme de notre quartier. Enfin, je dis toujours notre quartier, parce que même habitant là, sur les allées Jean Jaurès, j'ai gardé mes habitudes. Je reviens chez le boulanger de la place, le boucher, il y a un boucher aussi, rue Cabrier. C'est vraiment, puis la paroisse, là, Saint-Sylve, c'est vraiment un quartier, on a du mal une fois qu'on y a habité, que ça reste dans votre cœur. Y habiter pendant 40 ans, c'est vrai que c'est pas rien non plus.
Non, c'est un quartier où il fait bon vivre. Vraiment, c'est un quartier, oui, un quartier bien humain, à taille humaine. Et c'est pour ça que j'espère que le projet justement de la gare ne défigurera pas dans le sens de donner trop de trop empiéter sur la vie même du quartier Marengo, sans renoncer à tout ce qui est à l'avenir, quoi. Il ne s'agit pas d'aller contre le progrès, hein, c'est pas ça. Qu'il y a un juste équilibre qui soit. Voilà, oui, que soit respecté l'âme de Marengo. Et au tout début, vous évoquiez vos enfants. Du coup, pour les enfants, peut-être grandir dans ce quartier, est-ce que du coup il y avait des avantages? Est-ce qu'ils en gardent des souvenirs? Ils en gardent de très très bons souvenirs, oui. Quand on se promène dans le jardin, alors les jumelles ont fait leur premier pas là, les autres quand c'était la dalle de Marengo, il y en a qui ont appris à faire du vélo. Enfin, oui, ça fait des souvenirs. Et puis alors, certains avec mes petits-enfants, donc on rappelle cela, on monte là où leurs parents ont... Là où leurs parents ont grandi. Ah oui, on grandit. Oui. Non, c'est vraiment un quartier dont on garde un souvenir, enfin, qui est toujours vivant. C'est pas le souvenir qui est passé aux oubliettes. C'est vraiment ce que l'on garde au cœur, qui fait chaud au cœur et puis qui maintient la vie, quoi. Du coup, ils allaient dans les écoles qui étaient juste à côté? Alors oui, ils ont été. Alors il y en a qui étaient au conservatoire là, donc c'était conservatoire de musique, c'était plus Wilson, vers Wilson. Et puis il y en a qui ont été aux Ursulines et puis après à Saint-Cernin. Voilà. C'est un atout aussi, je pense, pour les familles. La proximité des écoles, oui. Écoles publiques, Monge, oui, elles ont. Est-ce que vous arriveriez à qualifier la population qui habitait ce quartier? Ah oui. À l'origine, là, quand on a acheté, c'était un ancien cheminot. Ah, c'était un. Voilà, c'était le quartier, le bas de Marengo jusqu'à, disons, l'intersection peut-être rue Montcabrier maximum, quartier des Cheminots, même un petit peu avant, peut-être l'intersection rue Moirot. Quartier des Cheminots, et notre maison d'ailleurs était occupée par des cheminots, enfin des cheminots qui étaient là, c'était pas le travailleur, hein, qui travaillait au chemin de fer, le cheminot. Et ensuite, plus on montait, c'était l'observatoire. Donc c'était des gens qui travaillaient à l'observatoire. Alors là, vous avez quand on monte la rue du 10 avril, là, de part et d'autre, vous aviez de très très belles maisons. Et en particulier sur le côté droit, vous avez des maisons avec des parcs, c'est superbe. Voilà. Et en haut aussi, encore, il y a de très très belles maisons qui étaient donc des personnes qui travaillaient à l'observatoire. D'accord. Et du coup, ça a un petit peu évolué au fur et à mesure? Et oui, de fait, oui, parce que les occupants sont décédés. Alors, il y a peut-être des familles qui sont restées, enfin, de la même... et ça a été vendu, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, la population du quartier, elle était plutôt d'un type ou d'un autre, ou c'était quel type de population? C'était mélangé quand même, ça. Je pense que pense pas, je sais pas s'il y avait séparation. Enfin, moi, je l'ai jamais ressenti. Non. Et on parlait de votre maison au tout début, mais plus globalement sur le quartier, c'est quel type d'habitation que l'on retrouve? Comment est-ce que vous pourriez décrire un peu l'architecture en fait du quartier, toutes ces vraiment toulousaine, ce qu'on appelle la toulousaine. Et alors, par contre, les belles maisons, c'est de la vraie belle maison. Alors, parce que la toulousaine, c'est plutôt un rez-de-chaussée, souvent surélevé, mais les belles maisons étaient en belles briques, mais
ces maisons plus de maîtres. Oui, un peu plus, plus cossues, sophistiquées. Mais se mariant bien, alors avec souvent des tourelles, parce que c'était des lieux d'observation du ciel. Voilà. Mais vraiment se mariant bien. Et plus, comme c'était plus en montant, ça ne donnait pas l'impression de dominer, puisque c'était dans la montée de... C'est un plaisir, moi je dis, quand on se promène, là, de voir ces belles maisons. Et du coup, au fur et à mesure, plutôt du côté des allées, il y a eu de plus en plus d'immeubles qui ont été construits. Alors sur les allées Pompidou, oui, de part et d'autre. Alors que vous aviez des maisons Oui, il y avait des belles maisons, de très belles maisons. Et d'ailleurs, il en reste une en haut de Jolimont, sur le côté gauche. Il reste une très très belle maison. J'ai oublié son nom, puisqu'elle est en hauteur, elle est aux 4 vents. C'est pas la rafale, enfin c'est un truc qui fait allusion au vent. D'accord. Oui, et il y avait cette harmonie. Voilà, mais ça, comme le boulevard Haussmann, qui a vu la démolition de maisons. Mais du coup, et à part cette grande avenue, si on exclut cette grande avenue, le quartier, lui, a gardé ses habitations comme vous les aviez connues. Oui, mais cette grande avenue, elle a fait des dégâts, de destruction jusqu'à l'intérieur de Quand même. Oui. Parce que et on a travaillé, on a été, mais je ne sais pas si je l'avais dit en début, la rue du 10 avril, là, qui était extrêmement rectiligne, on a travaillé à la sauvegarde de 2 immeubles qui avaient été rachetés par la mairie et qu'il était question et on a fait tout un argumentaire pour dire qu'il y avait une harmonie dans cet alignement, et une harmonie même de construction. Donc ça aurait été dommage d'aller faire du moderne là-dedans. Et là, on a été entendu. D'accord. Ils voulaient faire des immeubles plus grands. Je ne sais pas, comme c'était 2 maisons qui sont côte-côte, le 17 et le 19 rue du 10 avril, donc ça aurait endommagé l'unité de façade, ça aurait été dommage. Tout à l'heure on parlait de la montée, c'est vrai qu'il y a un relief particulier aussi dans ce quartier. D'ailleurs on a des joggers là, qui viennent s'entraîner, là, ça grimpe. Oui, en même temps. Et du coup c'est un quartier essentiellement résidentiel, ou c'était un quartier aussi où il y avait des personnes qui pouvaient travailler lorsque vous y êtes installés? Alors lorsqu'on y entrait, il y avait des personnes qui travaillaient, oui. Maintenant c'est devenu, avec le changement de population, le changement suite bien sûr aux reventes, un peu plus, peut-être plus résidentiel. Oui, par exemple pour les cheminots, ceux de l'observatoire, par exemple, ils travaillaient pratiquement sur place du coup. Oui, mais il y avait des cheminots qui n'étaient pas simplement, qui étaient des cheminots qui étaient dans des postes d'ingénieurs. D'accord. Eux, c'était toujours catégorie cheminot. Ils se disaient cheminots. Oui. D'accord. Il y avait des petites maisons, c'est vrai, plus. Oui, à côté, il y avait 2 petites maisons qui étaient plus sobres, plus. Oui. Est-ce que vous arriveriez à dire les spécificités de ce quartier par rapport à d'autres quartiers de Toulouse? Alors, la première spécificité, c'est la proximité du centre-ville, tout en étant à l'écart. Il y a cette double identité. Donc la proximité de moyens, les commerces, les moyens de communication, tout ce qui fait la vie d'un quartier, on n'est pas excentré. Et en même temps, ce côté faubourg, ce côté villageois, et le côté aéré avec les jardins, ça c'est précieux. C'est pour ça que c'est un quartier qui est recherché, et qui prend de plus en plus de la valeur. C'est un quartier il est dans et en dehors, parce qu'il est très vite au calme dès qu'on rentre dans les artères. Voilà. À un moment, il avait été question de noyau villageois. Je trouvais que l'appellation était assez juste. Mais pas avec le côté positif, pas le dépréciatif de. Ah oui. Non, c'est pas. Mais ce côté, faubourg, comme d'ailleurs c'était un terme qu'on employait, puisque à
côté, il y a le faubourg Bonnefoy. Oui, c'est vrai. Donc ça, on pourrait bien, tous aussi bien dire faubourg Marengo. Ouais, Et lorsque vous avez déménagé en 1977, vous veniez du centre, vous aviez l'impression de vraiment quand même sortir de Toulouse ou du centre-ville ou pas trop Non, pas du tout. Il n'y a pas eu ce... Pas du tout. Moi, j'avais l'impression d'aller vers plus d'espace. Voilà, c'était vrai dans tous les sens du terme. Mais avec ces jardins-là, quoique en centre-ville, j'étais pas loin des jardins du Grand Rond, enfin, moins près que là, voilà, moins près que de la rue Moiroux. Mais c'était... Oui, puis peut-être cette aération, oui, de cette montée, cette perspective. La perspective jouait peut-être aussi, vers un plus loin, plus ouvert. Alors que la ville, c'est plus recentré, c'est plus... Oui, puis avec des bâtiments plus hauts quand même. Plus haut, Là, oui, c'est pour ça ce sentiment d'aération. Oui. Et l'importance des espaces verts, vous les citez beaucoup. On sent qu'ils sont importants, ces jardins et parcs. Ah oui, moi c'est... Du coup, juste quelques petits mots supplémentaires sur la ZAC Marengo, parce que vous aviez demandé donc certains aménagements qui là ont été acceptés. C'était dans le cadre de la ZAC, mais c'était après, une fois que les constructions ont été faites, on s'est rendu compte que la circulation des voitures aurait été améliorée si on pouvait, devant la médiathèque, tourner à gauche sans avoir besoin d'aller jusqu'au-delà du canal. Et donc on a obtenu ce qu'on appelle nous le tourne à gauche, donc cette voie qui permet de libérer un petit peu de circulation pour les gens qui veulent remonter pour aller dans l'intérieur du quartier, justement du quartier Marengo, en montant sur la droite. Et puis la deuxième chose, on a demandé un feu piéton, un feu de protection des piétons quand ils sont devant la médiathèque et qu'ils veulent aller vers la gare sans avoir pour traverser sur ce côté-là, sans avoir à revenir vers les arrêts de bus, où il y a déjà un passage piéton. Voilà, donc on a obtenu ça et je pense que ça rend service aux personnes et surtout ce sont des éléments de sécurité. Mais ça facilite la circulation et voitures et piétons. Les piétons, oui. Du coup, on a pas mal parlé de l'association de quartier. Qui a changé de nom en fait au fur et à mesure. Oui, donc c'était Marengo, 10 avril Marengo. Ensuite, c'est devenu Association des quartiers Marengo, Jolimont, La Colonne. Voilà. Donc le périmètre du coup était un peu élargi. Élargi, voilà, tout à fait. Et l'association, elle a eu comme président là, que j'ai bien connu, c'est M. Coussier, qui a laissé la main à Mme Chanfreau, ma voisine, et à laquelle j'ai succédé en 2017. Voilà. En 2007 17, oui, ce que je ne sais plus. Non, 2007. Oui, voilà. N'importe quoi, 2007, jusqu'à ce que Jean-Luc Zitter prenne la suite avant que nous déménagions sur les allées Jean Jaurès. Pas très loin. Pas très loin. Ce qui veut dire quelque chose, hein. Aussi. Oui, vous vouliez rester à proximité. Oui, c'était un élément. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment un quartier qui nous a marqués, dans lequel on a été tellement bien qu'on est heureux d'avoir pu trouver à proximité. Vous ne vouliez pas rester dans la maison où vous étiez? Alors, on y a pensé, mais bon, d'abord, elle était très grande, tous les enfants étant partis, très grande, et surtout, il y a un étage, il y a même 2 étages, donc on se dit qu'en vieillissant, les étages, c'était difficile d'aménager le rez-de-chaussée simplement pour y vivre. Voilà, donc on a fait le choix de l'appartement. D'accord. Mais pas trop loin. Pas trop loin. C'était important. D'accord. Et du coup, lorsque vous êtes devenue présidente de l'association, on vous l'a demandé, vous vous êtes proposé, c'était quelque chose non, on me l'a demandé parce que j'étais vice-présidente jusque-là, ça m'allait bien. Ah d'accord. Et Madame Chanfreau, ayant pris de l'âge et de la fatigue, voilà, m'avait demandé. Mais c'était, je ne recherchais pas. C'était pas. Ça vous plaisait d'être investi? Ah oui, tout à fait. Alors ça, oui, participer, oui. Après, assumer les responsabilités, oui, mais en tête comme ça, c'est voilà, on est plus
c'est plus prenant. Hein, oui, du coup, ça prend plus de temps, vous êtes plus sollicité. Ah oui, et puis mon tempérament fait que je me sentais plus investie d'une obligation pas de résultat, mais d'être à la hauteur, quoi. Oui. Une certaine exigence que voilà, vous êtes tout à fait. Oui. donnée. C'est difficile pour ce type d'association de trouver des remplaçants pour présidence, vice-présidence. Oui, c'est quelque chose. Depuis que vous y êtes, ça a été compliqué ou... Peut-être du temps de M. Coussier, ça allait de soi. Les gens qui travaillaient déjà dans l'association étaient en mesure de... Maintenant, les personnes sont beaucoup plus investies ou professionnellement ou... donc il y a moins de disponibilité parce que ça demande une disponibilité. Moi, il se trouve que à ce moment-là, les enfants étaient encore à la maison, mais enfin c'est plus grand. Enfin, la responsabilité d'une association, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. L'énergie, si on veut que les choses bougent, il faut le suivi, il faut sans cesse et puis être sur le qui-vive, enfin de l'affût des informations, Voilà. C'est pas de tout repos, c'est extraordinaire parce qu'on fait des rencontres, de belles rencontres, à tout point de vue, que ce soit avec la municipalité, que ce soit avec des riverains, que ce soit... Et puis des gens de tous bords, et avec d'autres associations aussi. Non, c'était un très beau moment, voilà. On ne fait pas ça trop de temps, mais voilà, il ne faut pas rester s'accrocher, ça c'est terrible. D'accord. Juste une petite question en plus, ce quartier, il est plutôt d'un bord politique ou d'un autre ou pas? Alors il était d'un bord politique plutôt droite avec M. Baudis, puis on a eu M. Moudin aussi, et puis on a eu cette coupure avec l'arrivée des socialistes. Donc ça a été un grand changement alors c'est là où j'ai pris à ce moment la présidence, et ça a été une politique très participative, ce qui nous a demandé 3 fois plus de travail, parce qu'on a été sollicité pour participer, faire des tas de dossiers, j'avais une réunion, 3 réunions par semaine, avec cette démocratie participative à laquelle je tenais à être là pour que ça... sinon l'association, si elle n'était pas présente là, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment au titre de l'association. Ça a été lourd, ça a été vraiment... et de monter des dossiers, il y a eu des tas de forums sur la vie de quartier, sur les transports, et on nous a demandé notre avis. Et alors la déception personnelle, c'est qu'on n'a pas vu le retour de cela, de tout ce travail, cet investissement, immédiatement. Mais bon, ça fait partie, je pense que... Voilà, le temps politique n'est pas le temps humain. D'accord. Mais là, par contre, il y avait une demande là, du coup, de la municipalité. Oui, beaucoup plus. Mais excessive même. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je vois au démarrage des associations qui venaient à ces manifestations de la démocratie participative, à ces rencontres. Au début, on était nombreux, on était disons une vingtaine d'associations présentes, presque même 30. Et puis à la fin, on était 4, 5, 6. Oui, parce que ça demandait beaucoup. Non, c'était trop. Il faut trouver le juste milieu. Il faut un juste milieu, oui. Entre avant où du coup il n'y en avait pas du tout. Pas assez, pas assez de sollicité. Et du coup, là, je parlais du coup tout à l'heure du bord politique, savoir si ce quartier était plutôt de droite ou de gauche ou socialiste ou pas, je ne sais pas. Parfois il y a des quartiers qui sont marqués politiquement, parfois non. Je ne saurais pas dire. Je pense que c'est assez... Je ne saurais pas dire vraiment si c'est si marqué que ça. Il y a peut-être un petit peu de tout. Oui, moi je pense que c'est moitié-moitié. Peut-être plus à gauche, peut-être. Mais je ne saurais pas. Mais... Et on a pas mal parlé là, de l'association où vous étiez, des espaces verts. Est-ce qu'il y avait pas mal d'activités ou d'associations sportives et culturelles sur ce quartier? Alors, il y a si on peut parler d'association, mais là, le boulodrome de la ville américaine
Il y a aussi une salle de sport en haut de l'avenue de la Colonne, tout près du commissariat, avec un terrain de sport où des jeunes des cités venaient jouer. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu là, est-ce qu'il en est advenu. Mais la salle de sport, je sais elle travaillait jusqu'à ce que, enfin, elle fonctionnait jusqu'à ce qu'il y ait le confinement. Et c'est une salle que vous avez toujours connue dans le quartier, qui existait lorsque vous êtes arrivé ? Je pense, oui, parce que c'est un préfabriqué. Enfin, oui, je pense qu'elle est. Et je sais qu'elle elle fonctionnait bien. Enfin, je n'allais pas là, j'allais plutôt vers le Faubourg Bonnefoy, où il y avait aussi une salle de la mairie. Mais oui, parce que sans être du quartier Marengo, le Faubourg Bonnefoy, avec le jardin Michelet aussi, ça fait encore un axe à proximité de verdure. Et voilà, c'est un quartier vraiment pas c'est loin, vraiment un quartier, oui, qui se... Et niveau culture, donc maintenant il y a la médiathèque qui est vraiment un gros pôle culturel, mais est-ce qu'il y avait des éléments ou des associations culturelles ? Oui, il y avait donc Monsieur Murat, là, alors, il a un petit théâtre qu'il a monté, le théâtre de poche, enfin je ne sais pas comment il l'appelait, je dis, c'est pas le théâtre de poche, je ne sais pas si c'est le théâtre de poche. Il y a le Chien Jaune qui s'est monté, le théâtre du Chien Jaune, qui est rue Compense, qui avait pris contact avec nous au début quand ils se sont installés, on a fait de la publicité pour eux. Et alors et après il y a le Faubourg Bonnefoy, le Faubourg Bonnefoy, il y a toute une animation culturelle aussi, dans le jardin Michelet, que c'est vraiment à proximité. Ah non, d'un point de vue culturel, non, on est gâtés. Enfin, Mais du coup, plutôt des choses assez récentes, pas obligatoirement, mais en tout cas des choses qui n'existaient pas, en tout cas peut-être pas lorsque vous êtes arrivés. Les deux petits théâtres, ils étaient peut-être pas... Alors le théâtre de Monsieur Murat, si, il existait. Déjà, d'accord, ça fait longtemps du coup. Et le théâtre Chien Jaune, non, il n'y était pas quand je suis arrivée, mais après il s'est monté, il s'est mis en place. D'accord. Ouais, donc vie de quartier, vie culturelle, vie sportive. Oui, c'est complet. Avec les commerces, oui. Voilà, oui, même s'il y a eu des évolutions, il y en a de nouveaux qui sont arrivés, pas aux mêmes emplacements, mais bon, il y a quand même des commerces qui sont présents. Parfait. Oui, parce que même d'un point de vue commerce, là sur la place, il y avait une banque, et la banque vient d'être remplacée par un commerce, comment ça s'appelle, sans paquetage. Là, Zéro déchet ? Oui, oui, mais il fait... Ah, c'est sûr, j'ai oublié son nom, c'est quelque chose de... Ah, enfin, ça, des gens, c'est participatif. C'est un commerce participatif, oui. Avec des produits, avec de proximité, de locaux, des producteurs locaux, enfin... La chouette, c'est la chouette, je pense. Non, ça vous dit rien Oui, à l'emplacement d'une banque. Ouais, ça, voilà. C'est bien ça. C'est plus vivant. Mais c'est plus vivant, oui. D'accord. Du coup, pour vous, quelles sont les délimitations du quartier pour vous ? Pour moi, oui. Pour moi, parce que c'est pas. Moi, c'est le cimetière de Terre-Cabade que je trouve très beau, avec des tombes remarquables. Mais il marque la limite, du coup. Oui, pour moi, il marque la limite. Il est dedans, mais pas trop dedans. Voilà. Après, en haut, c'est le jardin de l'Observatoire. Sur le côté, ça va être... moi, j'aime bien aller jusqu'à Bonnefoy. Le jardin, enfin, l'espace Bonnefoy avec son jardin. Et puis, on revient, la gare. Et après, c'est la médiathèque qui ferme. D'accord. Voilà. C'est mon avis, c'est pas du tout le Marengo tel qu'on l'entend sur les plans. Oui, c'est pas le quartier administratif. Voilà, ça c'est mon quartier Marengo de cet espace qui m'a vraiment marqué pendant ces 40 ans et puis même qui continue maintenant. Pendant le confinement, on avait juste 1 kilomètre à faire, ça faisait jusqu'à Jolimont, c'était drôle, c'était vraiment... Parfait. Et le canal, du coup, est une limite ou est plus... oui, ça pourrait être le canal, effectivement. Oui, c'est vrai. Oui, parce que ça pourrait le faire. Oui. En tout cas, vous n'étiez pas, entre guillemets, descendu si bas... Non, parce que c'est...
Oui, mais c'est vrai que le canal entre, d'autant plus que l'avenue Compense fait partie de Marengo, la rue Compense. Et donc c'est le chemin de fer et le canal. Mais déjà le canal, on a franchi, parce qu'on passe du 31 500 ici, dès qu'on a franchi le canal, au 31 000. Ah oui, donc c'est d'un côté du canal. Voilà. Donc le canal peut être effectivement une frontière. C'est une limite. Voilà, une limite. Il ne fait pas partie, mais c'est une limite. D'accord. Si vous deviez définir en quelques mots ce quartier, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est un quartier où il fait bon vivre. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un quartier à taille humaine. À taille humaine, avec son côté ancien, son côté récent. Ça reste à taille humaine. C'est un quartier aéré, c'est un quartier verdoyant. C'est un quartier où il y a de la vie. Et il y a des perspectives. Il y a encore des perspectives. On peut mieux faire, on peut toujours améliorer. Pour moi, c'est un quartier complet. Complet parce que vous y trouvez tout ce qui... On y trouve tout ce dont on a besoin, le calme, l'animation, où on peut être vraiment très heureux, enfin où moi nous avons été avec ma famille très très heureux. Donc, Et quel est le nom du coup que vous donnez à ce quartier, vous? Alors, j'aime bien Faubourg, j'aime bien noyau villageois, mais sans la connotation, enfin c'est pas du tout dépréciatif, c'est le côté un petit peu... Mais j'aime bien Faubourg, oui, Faubourg, je trouve que ça... Oui. Ça illustre bien ce que vous ressentez. Oui, oui. Et du coup, vous l'appelez toujours quartier Marengo? Ah, Marengo. C'est ça. Marengo, oui, c'est le terme. Ça reste Marengo, oui. C'est inscrit dans le cœur. Après, si on rajoute d'autres choses, c'est d'autres quartiers autour, quoi, mais il n'y a pas la colonne ou autre. Alors, Marengo, pour moi, il y a aussi la colonne qui est incluse. Ah oui, oui. Marengo, c'est 10 avril, c'est colonne, c'est l'observatoire aussi. D'accord. Ça va jusque-là parce que je trouve que ça ouvre à ça. Ça ouvre à ça. D'accord. Quels sont les atouts du quartier pour vous? Son emplacement près du centre-ville, sans y être dedans, donc sans les inconvénients du centre-ville, de pollution, entre autres. Son côté aéré, ses espaces verts, son quartier, ses aspects culturels, avec la médiathèque, Faubourg Bonnefoy, enfin les bibliothèques. Je trouve qu'il présente tous les atouts. Il y a même une église donc pour le culte. Il y a le cimetière. Je trouve que c'est vraiment un quartier qui est complet. D'accord. Complet. Est-ce qu'il aurait des faiblesses ou des points un peu plus négatifs, ce quartier? Des choses à améliorer? Alors, la faiblesse peut-être, c'est peut-être le manque peut-être de... comment dire, de transition entre l'ancien et le nouvel habitat. Voilà, peut-être mais bon, avec l'âge, avec le temps, je pense que ça va s'estomper, tout ce qui paraissait trop neuf et puis peut-être un peu trop haut. Voilà, il y avait le côté, Toulouse Métropole, là, ses bureaux, tout ça, c'était un peu agressif. Bon, avec le temps, puis on s'habitue. Moi, je pense qu'on s'habitue et que ça prend ça perd de son agressivité, si je puis dire. C'est vrai qu'au début, il y a un peu pas une séparation, mais voilà, un peu Ah oui, il y avait vraiment le moderne qui venait, qui était éclatant, qui était presque arrogant, si je puis dire, de par la hauteur. Et puis nous qui étions l'ancien quartier moins haut, enfin la hauteur, déjà, tout cela. plus simple, à taille plus raisonnable. Quel est votre lieu préféré dans le quartier? Les jardins. Tous les jardins ou un jardin en particulier? Alors celui-là, pour moi, il a plein de souvenirs avec les enfants. Mais tous, je les aime tous, ils sont différents.
Et le temps du confinement, je les ai tous faits, tous refaits, en long, en large, en travers. Puis le cimetière, j'aime beaucoup le cimetière. Voilà, et j'ai oublié de dire que ce cimetière, il m'évoque aussi le potier Giscard, dont la maison est rue de la Colonne, parce qu'il a fait pas mal de statues. Alors dans l'église, il a beaucoup travaillé, là, il y a les statues des évêques de Toulouse dans le cœur de l'église. Il y a une reproduction sur le maître-autel de la scène de Léonard de Vinci qui a été faite là. Non, il y a ce potier, enfin, moi je l'ai connu. Il ouvrait son atelier lorsqu'il y avait les journées du patrimoine. Il était intarissable sur son art. C'était vraiment une très très belle figure. Et là, la mairie a racheté son atelier. Et là aussi, on avait demandé à ce que ce soit vite fait, que ce soit un lieu ouvert au public, que ce soit un lieu où on puisse peut-être continuer à apprendre l'apprentissage, faire l'apprentissage de la poterie. On avait contacté une association là, de potiers. Voilà, donc c'est toujours en état. C'est long. C'est un petit peu long et j'espère là que ça sera bientôt dans les projets de la mairie de remettre à jour cet atelier du potier, de M. Giscard. En tout cas, c'était un pôle, l'atelier Giscard, qui était important pour le quartier. Enfin, les anciens y étaient très attachés. À cause, je pense, de la personnalité aussi de M. Giscard. Et puis quand on avait visité son atelier, on se disait mais c'est une merveille, ce four, il y avait encore des objets, enfin c'est à garder, ça fait partie du patrimoine. Autant on a laissé démolir, maintenant on ne le ferait plus, l'école vétérinaire. Maintenant, ça avait été protégé, ça a été déprotégé. Oui, d'accord. Ouais. Maintenant, c'est quelque chose qu'on garderait, on aurait aménagé en fonction de l'école vétérinaire. Oui, voilà. Ça aurait été réhabilité. Donc dans les regrets, mais ça ne dépend pas de nous, et puis c'était plus... Oui, c'était déjà... C'était déjà acté, déjà acté, mais c'est là où je me dis, aujourd'hui, cette école vétérinaire, elle serait mise à l'honneur. Oui, vous aviez vu, lorsque vous êtes arrivé, vous avez vu des photos. Des photos, voilà, ah oui. Et puis les anciens qui nous ont parlé des étudiants, qui ont été étudiants à l'école vétérinaire, qui nous ont raconté, qui sont venus nous dire que notre petit jardin est donné sur le jardin de l'école vétérinaire, qui était un jardin avec des espèces rares. Ah oui, ça c'est... C'est bien de replacer... Mais en plus, cet atelier, ce monsieur Giscard, du coup, même pour les anciens, puisque ça a été quelque chose qui a été transmis dans la famille. Oui. Voilà, donc peut-être qu'ils avaient connu aussi le père. Enfin, pour certains anciens, il y avait peut-être cet attachement aussi à la famille Giscard et à leur travail. Oui, le travail, oui, les personnalités, la famille et le travail. Ah, oui, le travail réalisé. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de beau au sein du quartier ? Ce qui est beau, c'est les relations qui ont pu être tissées entre les gens. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait le lien d'un quartier. Un quartier qui vit, un quartier qui s'entraide, un quartier qui se parle, un quartier qui se rencontre, où les gens se rencontrent. Ça, pour moi, c'est ce qui fait le nœud du quartier, quoi. Et ça, vous l'avez vraiment trouvé ici Ah oui, oui. Alors on y a contribué, l'association y a contribué, mais c'est pas que. Oui, c'était aussi, ça faisait partie aussi du quartier. Avec les anciens, oui. Et puis il a fallu apprivoiser les nouveaux, et ce repas de quartier a été un moyen de faire que ça puisse exister, quoi. Et du coup, c'était par des événements particuliers, mais ça pouvait être aussi dans la vie quotidienne, je suppose, cette vie de quartier. Il y avait des moments privilégiés, des lieux peut-être privilégiés pour la vie de quartier, mais après ça pouvait être aussi vécu dans le quotidien. Et je vois que ça perdure, puisque là, le boulanger fait un travail justement de lien pour l'amélioration de la place en particulier, puisque c'est son lieu de travail. Voilà, donc ça perdure. Et l'ambiance du quartier, est-ce que vous arriveriez à la définir ? Une ambiance, oui, j'ai pas le mot qui me vient. Oui, du coup. Une ambiance humaine, enfin une ambiance, c'est pas de grande ville, de faubourg, une ambiance à taille humaine,
Donc il y a un attachement particulier aussi pour vous à ce quartier. Ah oui, il le reste. Je crois qu'il restera. C'est ancré maintenant. Vous vous attendiez à ça lorsque vous avez emménagé en 1977? Pas du tout. On cherchait une maison pour être bien avec mon mari et les enfants. Voilà, et on a trouvé bien plus que ça. Oui, vous attendiez pas, vous n'aviez pas imaginé, ou en tout cas, c'était pas dans vos critères. Non, c'est laissé porter et c'est. Ça a été du bonus plus. Par nature, je n'aime pas rester dans mon cocon. Hein. J'aime tisser des liens avec les gens à droite, bavarder, ne serait-ce que bavarder, échanger. Et ça m'a permis, l'association, de le vivre concrètement et puis au-delà. Hein. Oui, ce quartier vous a permis de vivre ça, voilà, parce qu'il aurait pu ne pas avoir de répondants, oui. Ça peut oui, arriver. C'est vrai. Oui. Donc là, ça vous a permis vraiment de vivre tout à fait. Ça. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre sur le quartier Marengo? Non, que c'est vraiment un quartier qu'il faut découvrir, si on ne le connaît pas. Si on est toulousain et qu'on ne connaît pas ce quartier, il vaut le détour. Si vous avez un ami ou quelqu'un de la famille, ou même quelqu'un qui vient qui ne connaît pas du tout le quartier, qu'est-ce que vous lui faites voir en premier? Alors en premier, les jardins. Toujours les jardins. On s'arrête à l'église parce qu'elle vaut le détour, elle est belle, bien qu'elle soit inachevée et tout. Et puis la médiathèque. La médiathèque. Elle a certes fait beaucoup couler d'encre, mais quand même. Et il y a des rues plus particulières qui marquent ce quartier ou pas? Ah, la rue du 10 avril. Oui. Moi, je trouve qu'elle est vraiment remarquable, cette rue du 10 avril. Là, ne serait-ce que sa perspective de la prendre depuis le bas, et puis en redescendant. Et là, je me suis rendu compte, avec le confinement, qu'elle était illuminée de soleil tout l'après-midi. Non, elle est belle comme tout. Très bien. Et puis la rue Moiroux, puisque c'est là où j'ai habité 40 ans. Là, c'est normal. Ma rue. C'est votre rue. Même si il y a des démolitions qui se sont faites, Il y a toujours un peu une chape de plomb. Ah oui, il y a une épée, moi j'appelle ça une épée de Damoclès, puisque là, notre maison a été rachetée par la mairie. Donc je pense que au fur et à mesure, les maisons qui se vendent, elles seront rachetées par la mairie avec ce projet d'immeuble, je ne sais pas. Ça vous a pas fait trop... Quand vous l'avez vendu, de voir que c'était la mairie qui l'a racheté, ça vous a... Alors, de toute façon, c'était pas au choix, hein, c'était le droit de préemption. C'était le droit de préemption, parce qu'on avait trouvé un couple avec des enfants qui étaient prêts à acheter. Le droit de préemption, ce qui nous a fait chaud au cœur, c'est de voir que ça n'a pas été fermé, on laissait la maison propre et tout. Et donc ça a servi d'habitat à des personnes en précarité. Donc j'ai vu passer des familles avec des enfants, j'ai vu passer comme il y avait 8 chambres, une grande cuisine qui faisait séjour. Donc des gens qui avaient une cuisine commune et puis qui après partageaient l'espace. Et là maintenant, actuellement, il y a une famille. D'accord. Voilà. Donc de savoir que c'est occupé, c'est pas comme si ça avait été démoli comme ça d'emblée. Alors un jour, ça sera sûrement démoli. Et voilà. Donc, mais là, ça aura rempli un petit peu dans la continuité de permettre à des gens de vivre correctement. Oui. Bon, tant mieux. Ça fait une belle. Voilà. Parfait. Et ben, du coup, si on a fait le tour, on peut... Oui. Je vous remercie beaucoup pour tous ces souvenirs. Merci de m'avoir écouté et permettre de faire découvrir ce quartier à d'autres. Voilà. C'est ça. Très bien.